Vous êtes bien dans le 18-19. Mon invité, c'est François-Xavier Selleret, le patron, le directeur général de l'Agirc Arrco. Bonsoir François-Xavier Selleret. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là. Beaucoup de questions à vous poser. Vous savez, pendant que nous parlons, il y a encore des discussions sur les motions de censure qui s'enchaînent sur le budget de l'État. Mais en revanche, le PLFSS, lui, le budget de la sécurité sociale, il a été adopté avec donc la suspension, la réforme des retraites qui a donc été actée. La première question que j'aurais à vous poser, c'est en fait quel impact et surtout, est-ce que vous êtes prêt, en fait, vous, Agirc Arrco, donc la retraite complémentaire pour les salariés, est-ce que vous êtes prêt, parce qu'il a fallu, j'imagine, revoir tous vos outils de simulation, lister quelles sont les générations, il y en a 5 au total, qui sont touchées, pas touchées. Comment est-ce que vous avez fait et où est-ce que vous en êtes ? Alors, c'est vrai qu'avec les autres régimes de retraite, puisque cette suspension de la réforme des retraites, et comme vous l'avez rappelé, c'est pour 5 générations, donc c'est pour 5 générations, les règles sont modifiées à hauteur d'un trimestre, entre la durée de cotisation et la date d'ouverture des droits. Depuis que la loi a été votée, et notre mission, c'est de permettre aux personnes concernées de connaître exactement leur situation. Ouais. Et donc, on a travaillé tout d'abord sur un simulateur de retraite dont la première version a été mise en ligne le 22 janvier. Donc, d'ores et déjà, tout frais, tout neuf, c'est pour ça que vous êtes là. Vos téléspectateurs peuvent, et s'ils ne connaissent pas cet outil de simulation qui s'appelle Marel, ils peuvent y accéder par le site internet de l'Agirc Arrco, ils s'authentifient avec leur numéro de sécurité sociale, et ça leur permettra de pouvoir mesurer si l'impact pour eux, et surtout, je le dis souvent, les Français, quand ils viennent nous voir, ne nous parlent pas de la réforme des retraites. Ils nous parlent de leur future retraite. C'est concernant, comme on dit. Exactement. Oui. Et l'outil de simulation que l'Agirc Arrco a développé pour tous les régimes de retraite permet de répondre à chacun d'entre nous quand et combien, parce que nous sommes tous des êtres uniques, mais en même temps, nous nous posons tous la même question. Quand est-ce que je pourrais partir en retraite et combien j'aurai, tout régime de retraite confondu? Alors, François-Xavier Selleret, la question qu'on se pose, c'est 5 générations. Ça fait combien de personnes qui sont impactées par cette suspension de la réforme des retraites? Vous connaissez le nombre? Exactement. On sait dire qu'il y a potentiellement 3 500 000 personnes, c'est sur les 5 générations, qui sont potentiellement concernées. Alors, j'ai bien dit potentiellement concernées, puisque notre rôle, c'est de permettre à chacun de faire un choix éclairé. C'est pour ça qu'on a adapté les outils de simulation et permettre à chacun de savoir s'il part à tel moment, combien il aura, s'il part un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres plus tard, combien il aura, puisqu'effectivement, il y a un lien entre le moment du départ et le montant de la retraite. Souvent, ce qui n'est pas bien suffisamment compris, c'est que finalement, plus vous cotisez longtemps, plus votre retraite sera plus élevée. Et donc, on souhaite permettre à chacun d'entre nous de faire un choix éclairé en toute connaissance de cause et de pouvoir arbitrer entre le temps et l'argent. Quels sont les grands gagnants, en fait ? Je ne sais pas s'il y a des grands gagnants ou des grands perdants. Ce que je sais simplement, on peut dire les deux, si vous voulez, les grands gagnants, les grands perdants, comme vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que sur ces questions-là, c'est un arbitrage qu'on doit tous faire entre le temps et l'argent. Si on part un trimestre plus tôt, eh bien, on a ce gain de temps, mais en contrepartie, comme on aura travaillé un trimestre de moins, on aura une retraite plus faible pendant toute notre retraite. Donc je crois que c'est un vrai choix personnel, et l'objectif, c'est que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, on ne veut pas subir, on veut pouvoir faire un choix éclairé, et cet outil de simulation permettra à toutes les personnes concernées de faire un choix éclairé. Oui. En termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, on y reviendra, on va quand même rappeler quoi, c'est 14% du PIB, le poids des retraites en France. Quelle a été la réforme, puisque vous connaissez ça par cœur, qui a été la plus efficace en fait? Alors, la réforme, souvent ce qu'on dit en matière de retraite, la mère des réformes, c'est une réforme qui n'a pas nécessairement été visible, mais qui a eu un impact majeur. C'est la réforme de 1993, qui a été portée par Édouard Balladur. Donc, vous voyez, ça nous ramène il y a très longtemps. Ça ne nous rajeunit pas pour le coup. Ça ne nous rajeunit pas, et qui, en fait, a fait évoluer les modalités de salaire portées au compte. Cette réforme qui a mis plus de 15 ans à monter en puissance, elle a permis... Alors,
Dans le même temps, les dépenses ont continué à augmenter, puisqu'il y a quand même une formidable bonne nouvelle, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps. Oui. Mais cette réforme, elle a permis d'accompagner la bosse démographique qui a été l'arrivée de toutes les générations de baby-boom. Mais en même temps, on parlera dans un instant du choc démographique, parce qu'on voit bien qu'il y aura, je ne sais pas, il y aura le nombre de personnes qui ont plus de... Il y a un Français sur 4 qui aura plus de 65 ans en 2040, hein, c'est pour dire. Un point quand même. Est-ce que vous trouvez quand même qu'on aurait dû toucher aux revenus des retraités, vous? Est-ce que vous pouvez vous prononcer là-dessus? Parce qu'il y a eu la question de désindexer, il y a eu la question de supprimer le prélèvement de l'avantage fiscal de 10%. Alors, je ne sais pas si vous avez le droit de réagir. Alors, je n'ai pas le droit de réagir. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que pour équilibrer un régime de retraite en répartition, il n'y a pas 36 leviers, il y en a 3. Ouais. Il y a un premier levier qui est le montant des cotisations payés par les entreprises et par les salariés. Mais ceci, ça a un impact sur le pouvoir d'achat et c'est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Le deuxième levier, c'est le moment du départ en retraite. Alors après, il y a un bon débat sur pilotage par l'âge, pilotage par la durée, mais il y a le moment du départ en retraite. Et puis, il y a le troisième élément qui est le montant des retraites et leur modalité de revalorisation dans la durée. Okay. Et ce qui est vrai, c'est que quand on veut équilibrer un régime de retraite et quand les partenaires sociaux qui pilotent l'Agirc Arrco sont à l'œuvre, ils ont été amenés, parfois avec le temps, à mobiliser les 3 leviers, parce que c'est aussi une des manières de faire contribuer toutes les générations. Alors, vu l'historique, vu votre expérience. Alors, il y a plusieurs éléments. Ce qui est vrai, c'est que quand vous revalorisez moins les retraites, vous mettez à contribution tous les retraités. Là, vous avez un effet important. Après, ça dépend aussi de l'évolution de l'inflation. Et donc, j'aurais du mal à vous dire qu'il y a le rendement de tel ou tel. Mais on est là dans une forme d'équilibre, de bien commun, où la retraite par répartition, c'est les actifs que nous sommes, cotisent pour les retraités. C'est comment ce bien commun-là, il arrive à passer les générations pour que chaque génération ait la garantie d'avoir une retraite. Et j'allais dire sans dette, parce que je pense que le consentement à la cotisation dans la durée, il s'entretient aussi par l'absence de dette. Si je vous pose cette question, François-Xavier Sellerès, c'est parce que vendredi, il y a la conférence donc sur la retraite et le travail qui avait été lancé par le Cornu, mais qui maintenant, donc il y a déjà eu une petite réunion comme ça, mais là on rentre dans le dur à partir de vendredi. Vous en attendez quoi et quels sont les enjeux? Je crois qu'il y a des enjeux d'abord de pédagogie, parce que quand on échange avec nos concitoyens, en matière de retraite, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je prends un exemple simple. Il y a une formidable bonne nouvelle, je l'évoquais, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps. Pour vous, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà, alors c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Oui. Mais actuellement, moi, ce qui me préoccupe, c'est la formidable mauvaise nouvelle qui est la baisse du nombre de naissances. En 15 ans, notre pays a perdu globalement 160 000 naissances par an. On ne le voit pas encore aujourd'hui en termes d'impact dans, je dirais, la vie économique. L'impact sur les comptes sociaux. Mais déjà, vous voyez, quand vous discutez avec les enseignants, avec les maternités, ils voient le fait qu'il y ait moins de naissances. Et moins de naissances, c'est moins d'enfants. Demain, c'est moins de jeunes qui viendront sur le marché du travail. Et ça, c'est comment la société française, comment l'économie française, comment tout notre modèle de protection sociale là, on arrive à allier les deux. Et en matière de pédagogie, je pense que de montrer que pardonnez-moi, j'espère que le ministre Farandou, il va pas, ça, il suffit de lire les journaux et il suffit de lire la note de l'INSEE quand même très très importante sur cette question parce qu'effectivement c'est un virage historique. Mais qu'est-ce qu'il va mettre sur la table ? Alors moi, à ma connaissance, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas ce qu'il va mettre sur la table. À ma connaissance, il veut faire travailler les différents acteurs autour de la table sur comment pérenniser notre modèle de protection sociale. Ouais. Et c'est vrai que dans ce modèle-là, il y a la partie dépenses qu'on évoque, il y a la question aussi, l'un des points qui pourrait faire partie du débat, c'est la durée de vie à la retraite. Parce qu'on a, quand on se compare avec d'autres pays, on part un peu plus tôt en retraite que dans les autres pays de l'OCDE et on vit un peu plus longtemps qu'ailleurs. C'est quoi la moyenne? Vous avez en moyenne, on est en retraite 25 à 26 ans. Oui. Et les autres les autres, c'est 1 ou 2 ans en moins. Vous voyez, c'est un peu plus tôt. Voilà. Donc cet élément-là, c'est pour ça que je dis que c'est une belle nouvelle, mais comment on arrive à le financer dans la durée? Vous voyez, par exemple, à l'Agirc Arrco, on a posé un principe, c'est que dans la durée, nous n'avons pas 1 euro de dette. Vous évoquiez la question des 90 milliards dans votre propos introductif. On va y revenir. Les 90 milliards, c'est pas une cagnotte, c'est pas un magot. Attendez, on va y venir. Non, n'allez pas trop vite, François-Xavier Sellerès. Je sais que c'est un sujet qui est touchy, comme on dit en franglais.
Effectivement, donc l'Agirc-Arrco, c'est des négociations avec les partenaires sociaux. J'ai envie de dire, c'est là où ça fonctionne. Et c'est vrai que vous avez un trésor de guerre, une cagnotte qui représente 90 milliards d'euros. Et j'ai envie de dire, tous les gouvernements successifs ont une envie folle de vous en prendre au moins un bout. Certains ont réussi, d'autres, je ne sais pas si c'est encore le cas avec Sébastien Lecornu. Mais en tous les cas, d'abord, effectivement, comment vous arrivez à ce 90 milliards d'euros? 2, à quoi il vous sert? Et 3, est-ce que les menaces sont réelles? Alors d'abord, ces sommes-là, à quoi ça correspond? Ce sont des cotisations qui ont été payées par les entreprises et par les salariés et qui n'ont pas été immédiatement mobilisées pour le paiement des retraites. Ça, c'est le premier point. C'est qu'en fait, elles appartiennent déjà, cette somme-là, elles appartiennent aux ressortissants du régime Agirc-Arrco. Le deuxième élément, à quoi elles servent? Dans un régime en répartition, on a besoin d'un amortisseur parce que chaque année, il n'y a pas nécessairement un équilibre entre les recettes et les dépenses. Et donc, à l'Agirc-Arrco, depuis 1947, les partenaires sociaux ont décidé d'avoir des réserves, donc de ne jamais avoir 1 euro de dette pour faire face aux aléas de l'économie et de la démographie. Mais moi, ce que j'explique souvent, c'est que ces 90 milliards, ça correspond à 2% des sommes des 3200 milliards que nous aurons à verser dans les 40 prochaines années. C'est pour ça que j'explique que ce n'est pas une cagnotte et un magot, puisque ce n'est que 2% des droits futurs. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette somme, elles ne dorment pas dans un coffre-fort, elles ne dorment pas dans un livret A, elles sont investies dans l'économie française et européenne, elles sont investies dans les entreprises françaises et européennes, à la fois pour faire à la fois en actions et en obligations, pour produire des résultats économiques, pour équilibrer la répartition, mais aussi pour accompagner les transitions dont on sait qu'elles sont longues et gourmandes en investissement. Elles sont investies, puisqu'on en parle beaucoup aussi dans l'actualité, dans l'énergie, elles sont investies dans le secteur de la défense. Et ça depuis très longtemps. Parce que effectivement, l'objectif, c'est qu'elle soit au service de la robustesse de la répartition. Donc là, vous justifiez le fait d'avoir ces 90 milliards sous le coude, comme on dit. Est-ce que là, il y a des menaces précises? Il n'y a pas de menace précise parce qu'on ne cesse de partager le fait que ces réserves, vous savez comme moi que vous le partagez, mais en même temps, là, de l'autre côté, où on cherche 1 milliard, 2 milliards par-ci, on se dit, tiens, là, on a au moins, je sais pas, une dizaine de milliards, une vingtaine de milliards. La menace, elle a été réelle. Elle a été réelle et on sait que dans notre histoire, régulièrement, d'avoir des réserves, on doit expliquer que c'est pas en trop. Ces réserves, elles sont indispensables pour garantir le paiement des retraites dans la durée. Après, l'autre élément que je rappelle, c'est que l'Agirc-Arrco est un régime autonome par rapport au pouvoir public. Donc, du point de vue de Paris, on n'est pas dans le PLFSS. Mais du point de vue de Bruxelles, l'Agirc-Arrco est consolidé dans les comptes publics de la France. Donc, fondamentalement, ça ne changerait pas grand-chose à l'équation économique de notre pays si tel ou tel gouvernement voulait revenir à l'attaque. Nous sommes un bien commun de notre pays. Et tout ce que l'Agirc-Arrco fait, in fine, elle le fait pour les salariés du secteur privé, pour les entreprises, mais in fine, ça bénéficie à notre pays. Donc ça, au niveau de Bruxelles, ça veut dire que ça peut permettre de limiter l'étendue du déficit. Mais en même temps, j'imagine qu'à Paris, on doit quand même, à Matignon, on doit quand même vous demander comment fait-on pour récupérer une partie? Il y a régulièrement des questions de cette nature. Et est-ce que là, en ce moment, il y en a? Il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y en a pas aujourd'hui parce que je crois qu'on a réussi à expliquer que c'était une bonne nouvelle pour notre pays d'avoir un régime comme l'Agirc-Arrco qui n'a pas 1 euro de dette et des réserves, et que ces réserves, elles sont aussi utiles à notre pays. La question qu'on peut se poser aussi, c'est quelle est la bonne répartition de l'effort? Je le disais, selon les chiffres de l'adresse, le budget consacré aux pensions de retraite, c'est 370 milliards. C'est 41,6% du total des prestations sociales en 2000. Ça, c'est 2023, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. C'est un quart des dépenses publiques. C'est vrai que c'est gigantesque et qu'à chaque fois, on voit bien que c'est le seul vrai curseur qui peut faire basculer les finances de l'État d'un côté ou de l'autre. Et encore, là, on ne parle que de la retraite des salariés, puisque vous êtes devant nous, le patron de l'Agirc-Arrco, et il y a la retraite des fonctionnaires, qui est absolument... Enfin, là, c'est un gouffre sans fin. C'est quoi la bonne répartition des efforts, à votre avis? Si vous voulez, je crois que c'est des vrais choix de société. Combien notre pays, combien notre concitoyens veulent consacrer à leur retraite, vous l'avez évoqué, veulent consacrer à leur santé,
mais on pourrait dire veulent consacrer à l'éducation, veulent consacrer au transport, veulent consacrer à la défense. Et c'est un vrai arbitrage collectif. Il n'y a pas de... Vous savez, quand on regarde avec d'autres pays, chaque pays fait ses choix-là. Après, le gestionnaire que je suis dit, quand on fait un choix, il faut qu'il soit soutenable. C'est-à-dire que si ce choix-là n'est pas je dirais, soutenable dans la durée, ça fragilise la confiance. Et le risque, c'est qu'on demande à ce que ce choix-là soit payé par là ou les générations suivantes. Et ça, dans la durée, c'est pas une bonne nouvelle, y compris en termes de consentement à la cotisation, de consentement à l'impôt, parce que pour qu'un système soit soutenable, il doit être juste entre les générations. Oui. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est, vous le mentionnez rapidement tout à l'heure, la question de la réforme par capitalisation. Est-ce que ça fait partie du menu de cette conférence qui a lieu, qui démarre vendredi sur les retraites et le travail? Alors, sur ces sujets-là, je crois que ce sujet de la capitalisation fait davantage partie du débat public. Mais je crois qu'il faut toujours rappeler peut-être 3 éléments. Premier élément, il y a déjà 15 millions, 16 millions de Français qui ont un contrat d'épargne retraite. Donc, c'est déjà un élément qui est concret pour un certain nombre de personnes. Mais le deuxième élément, c'est que ce n'est pas la retraite par capitalisation qui peut équilibrer la répartition. Dans la répartition, nos cotisations servent à payer les retraites de nos parents et de nos grands-parents. Dans la capitalisation, nos cotisations retraite servent à payer notre future retraite. Donc, on peut vouloir mettre en place un 3e étage, généralisé, mais ce n'est pas ce 3e étage-là qui va résoudre le sujet. Puis, 3e élément, quand on cotise pour nous, je rappelle toujours un élément simple, c'est que ça prend du temps pour monter en puissance. Pour donner un exemple, si vous avez 30 000 euros sur un contrat d'épargne retraite en capitalisation, le jour où vous partirez en retraite, comme en moyenne c'est 25 ans, la durée de vie à la retraite, 30 000 euros, ça vous donnera l'équivalent de 100 euros par mois. Donc je pense qu'il faut toujours traduire le fait que la retraite, c'est du stock, excusez-moi de ce terme technique. Et donc, quand on évoque la question des sommes, il faut toujours se dire, mais pour une personne donnée, qu'est-ce que ça veut dire tout au long de sa retraite? Donc je crois que ce débat fait maintenant davantage partie du débat public, mais en tout cas, il faut bien le positionner au bon endroit. Donc moi, si j'écoute un peu en creux ce que vous dites, si j'ai bien compris, c'est que la retraite par capitalisation, c'est pas la panacée. En tout cas, c'est un élément, si on décide de le mettre en place ou de généraliser, qui mettra du temps à monter en puissance. Il faut plusieurs générations pour que ça puisse monter en puissance. On a l'exemple des fonctionnaires qui, depuis 20 ans, cotisent à un régime de retraite en capitalisation qui s'appelle le régime additionnel de la fonction publique. Et aujourd'hui, les fonctionnaires qui partent en retraite, à ma connaissance, quand ils partent en retraite après 20 ans de cotisation, ce qui leur est versé par le régime additionnel, c'est l'équivalent de 40 euros par mois. Donc, je crois qu'il faut vraiment d'arriver à le positionner sur... Ça peut être un objectif porté, c'est un objectif souhaité, mais qui prendra du temps pour monter en puissance et pour avoir un impact concret sur les retraites de chacun d'entre nous. La réforme des retraites, on voit bien de toute manière, c'est maintenant qu'elle a été suspendue, la précédente réforme, c'est pas pour tout de suite. En tous les cas, ça sera au moins en 2027 et encore, on voit difficilement un présidentiable expliquer qu'il faut des mesures drastiques pour sauver notre système de retraite. Mais en tous les cas, ça sera en 2027. Alors, il y a des questions qui se posent en disant qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce que c'est la question, par exemple, Gabriel Attal, il dit il faut supprimer l'âge légal, parce qu'en fait, c'est une espèce de totem ou de chiffon rouge. Dès que vous parlez de l'âge légal, tout le monde descend dans la rue pour expliquer que surtout, on ne touche pas à nos retraites. Est-ce que, pour vous, comme vous êtes encore une fois un des meilleurs experts, est-ce que ça serait grave de ne plus avoir d'âge légal? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Alors, la question de... Déjà, le fait que la retraite soit obligatoire, c'est parce que quand on raisonne auprès de chacun d'entre nous, individuellement, on pourrait vouloir faire des choix différents. Or, de fait, on est assez myope sur notre propre, comme on dit, notre propre risque retraite. Le deuxième élément, c'est que je ne connais pas de pays au monde qui n'ait pas d'âge légal. Après, on peut jouer sur la retraite à la carte. Après, ce qu'il faut toujours mesurer, c'est dans la durée, si je pars plus tôt, j'aurais moins cotisé, donc j'aurai une retraite plus faible. Oui. Donc, si j'ai une retraite plus faible, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, quel impact? Je crois que de mémoire, dans les pays nordiques, certains avaient eu la possibilité de partir plus tôt en retraite. Dans un certain nombre de cas, les personnes ont basculé aux minima sociaux au bout de 10 ans. Donc, vous voyez, cette question-là, c'est une question qui, dans l'instant, on peut faire un choix en se disant j'ai moins cotisé, je veux partir en retraite, et donc j'assume d'avoir une retraite plus faible. Mais est-ce que pendant
toute la retraite, les revenus que je vais percevoir sont suffisants par rapport à mes besoins. Et donc, dans le fait d'avoir un régime en répartition, fait qu'on a quand même un certain nombre de règles collectives, y compris de pouvoir nous protéger vis-à-vis d'une préférence qu'on appelle pour le présent, au détriment de l'avenir, où finalement on a le sentiment qu'on veut partir plus vite, mais au bout de 5 ans ou de 10 ans, on peut regretter son choix. Donc, ce que vous dites, en résumé, pardonnez-moi, mais ça veut dire que on a besoin d'un âge légal. En tout cas, on a besoin de règles collectives. Un régime en répartition, il tient dans la durée avec des règles collectives qui font que c'est un bien commun. Et ces règles collectives, elles doivent poser un certain nombre de minimums, en tout cas, d'âge minimum, de durée minimum, pour permettre ensuite d'avoir un régime à la fois pérenne à titre collectif, mais aussi à titre individuel. L'âge légal, parce que nous, on est dit là, c'est 60, 65, 64, 67, ou ça va même jusqu'à 70 dans certains pays. Alors, en fait, si vous permettez, déjà en France, il n'y a pas un âge, mais il y a déjà plein d'âges. Oui, il y a plein d'âges, c'est pour ça que je... Voilà. Oui, déjà aujourd'hui, en fonction de votre date de départ, votre date de début de travail, il y a déjà 40% des gens qui, sur le papier, ont la possibilité de partir avant 64 ans. 4 personnes sur 10. Voilà, 4 personnes sur 10. Ah, et avant 63 ans. Bon. Et donc, après, votre âge va varier en fonction de combien de temps, à quel moment vous avez commencé à travailler, combien de temps vous avez travaillé, et puis, in fine, combien vous aurez. Et donc, en fait, aujourd'hui, si on compte déjà du point de vue d'une personne, il y a l'âge légal, l'âge du taux plein, l'âge d'annulation de la décote que vous avez évoqué, qui est 67 ans. Et puis, il y a, pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, il y a un âge de départ anticipé. Donc, il y a déjà au moins 4 ou 5 âges différents. Donc, vous voyez, on est déjà on communique beaucoup sur 1 ou 2 âges, mais du point de vue individuel, du point de vue de chacun d'entre nous, il y a déjà au moins 5 ou 6 âges différents. Donc, il n'y a pas déjà un âge, mais il y a des âges de la retraite. Oui. Et donc, nous, on est dans la fourchette basse. Alors, on est dans la fourchette basse dans les âges minimums. Oui. Dans les âges minimums. Après, quand on prend l'âge moyen, qui est encore une autre idée, c'est la somme de nos choix individuels. Et puis, il y a un certain nombre de personnes, comme vous l'avez évoqué, qui travaillent jusqu'à... moi, j'ai des collaborateurs qui ont travaillé jusqu'à 70 ans. Oui. En tant que salariés du secteur privé. Et nous, en tant qu'entreprise Agir Carco, on permet aux seniors qui le veulent d'aller jusqu'à 70 ans parce que ça correspondait à leur choix de vie. Et donc, on a été aussi heureux de prendre notre part à l'augmentation du taux d'emploi des seniors dans notre pays. François-Xavier Selleret, dernière question. Il y a eu beaucoup, là, quand je préparais cette émission, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient en disant tiens, est-ce que ma retraite Agir Carco, ma complémentaire, elle va baisser. Il y a eu de très mauvaises surprises, là, à partir de janvier 2026, de ce mois de janvier. Et quand on regarde les raisons, ils disent, mais pourquoi ça baisse? C'est parce qu'en fait, il y a un réajustement des prestations sociales et puis de la fiscalité. Mais comment vous expliquez ça? Alors, en fait, chaque année, les impôts nous donnent en septembre le taux de prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu, et en fin d'année, le taux de CSG et de CRDS qui s'applique. Et donc, on l'a appliqué cette année, début janvier. Alors, souvent... D'habitude, c'était en mars, non? D'habitude, c'était en mars, mais avec un effet rétroactif en janvier. Oui. Donc, les gens ne comprenaient pas. Cette année, on a beaucoup travaillé, parce que, y compris pour donner plus de visibilité plus tôt, pour éviter, comme par le passé, le caractère rétroactif. Donc, ce qui est vrai, c'est que pour certains, ça a pu varier à la baisse, pour d'autres, ça a pu varier à la hausse. Tout dépend comment vos revenus ont évolué l'année dernière. Puisque finalement, ce que nous donnent les impôts, quand le taux de CSG augmente, c'est souvent parce que nos revenus ont progressé. Quand notre taux de CSG diminue, c'est que nos revenus ont baissé. Donc c'est aussi un élément qui reflète l'évolution des revenus de notre foyer fiscal. Ok, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, ça varie. C'est actualisé chaque année, ça doit concerner chaque année. Vous voyez, sur 14 millions de retraités, il y a peut-être 300 000 personnes qui ont une variation du taux de CSG. Quand on vous écoute, on est plutôt rassuré. Pourtant, on a l'impression que notre système de répartition s'effondre. Mais vous, je ne sais pas, pour vous, tout va bien, non? Pas du tout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'Agir Carco, avec les partenaires sociaux, notre mot d'ordre, c'est garantir le paiement des retraites à chaque génération, heureusement, sans peser sur la génération future. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas un euro de dette et on a des réserves. Et on a des réserves et on entend bien les garder. Le message est envoyé. Merci d'avoir été avec nous, François-Xavier Selleret, donc le directeur général de l'Agir Carco. Dans un instant, c'est Moed Altrad, le patron du groupe Altrad, qui est notre invité dans 18-19.